Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Real de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Windows plutôt complexe à résoudre. Celle-ci est basée sur l'exploitation de fichiers malicieux ainsi que l'abus de permissions Active Directory. Comme d'habitude, nous allons commencer par une rapide phase de reconnaissance à l'aide d'un scan and map. Dans le cas présent, il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'une machine Windows. On retrouve notamment les ports 135 et 445 correspondant respectivement aux services RPC et SMB. Cependant, nous pouvons également constater la présence de ports moins communs pour une machine Windows, le 21, le 22 et le 25. Ceux-ci correspondent aux services FTP, SSH et SMTP. Afin d'aller un peu plus loin, nous allons commencer par analyser le port 21 à l'aide du script scan de Nmap. Dans le cas présent, le résultat du scan nous indique que le service FTP accepte les connexions anonymes. Nous allons donc nous connecter sur le port 21 à l'aide du nom d'utilisateur Anonymous et d'un mot de passe vide. Suite à cela, nous allons lister les répertoires afin de découvrir le dossier Documents. Celui-ci contient 3 fichiers, nous allons donc les télécharger sur notre machine. Pour ce faire, nous allons insérer la commande prompt off afin de désactiver les demandes de confirmation et exécuter mget étoile afin de télécharger tous les documents. Une fois cette opération effectuée, nous allons commencer par ouvrir le fichier readme.txt. Celui-ci semble contenir un message indiquant qu'il faut envoyer à un utilisateur que l'on ne connaît pas encore les procédures au format RTF. Concernant les autres documents, s'agissant de fichiers docx, nous allons démarrer Writer de la suite LibreOffice. Par la suite, nous allons commencer par ouvrir le document nommé AppLocker. Ce dernier indique qu'AppLocker est activé pour les fichiers exécutables, les installeurs et les scripts. Pour rappel, AppLocker est une fonctionnalité de Windows qui permet de créer des règles afin de contrôler l'exécution des applications, scripts et fichiers exécutables, basés sur le chemin, l'éditeur ou le hash. Il sert à restreindre les logiciels non autorisés et à renforcer la sécurité des postes. Dans le cas présent, il s'agit certainement de la politique AppLocker en place sur la machine. Pour ce qui est du second fichier docx, celui-ci semble contenir une procédure pour le suivi des logs Windows, mais rien d'intéressant. Bien, si l'on réfléchit un peu, le fichier readme.txt faisant référence à l'envoi de fichiers et le port 25 étant ouvert sur la machine, nous devons très certainement envoyer un courriel à un utilisateur. Mais nous n'avons pas encore découvert de nom d'utilisateur. Cependant, après un peu de réflexion et à l'aide de l'outil ExifTool, il est possible de découvrir un courriel dans les métadatas du fichier Windows Event Forwarding. Malheureusement pour nous, avec AppLocker d'activer, il risque d'être difficile de faire un simple phishing. Cependant, une vulnérabilité impactant les fichiers RTF pourrait nous aider dans notre tâche. Dans notre cas, il s'agit de la CVE 2017-0199. Celle-ci est une vulnérabilité d'exécution de code distant présente dans Word et WordPad. En effet, celle-ci est liée à la mauvaise gestion des fichiers RTF contenant des liens OLE externes. Comprendre des objets qu'il est possible d'intégrer dans des documents Office. Lorsqu'un fichier RTF malicieux est ouvert ou simplement prévisualisé, Office télécharge et exécute un fichier HTA hébergé sur la machine de l'attaquant. Le fichier HTA, quant à lui, contient du code malicieux en HTML, JavaScript ou tout simplement VBScript. Heureusement pour nous, il existe un module de Metasploit qui va nous permettre de générer ce type de document. Nous allons donc démarrer MSF Console et chercher puis charger le module Office Word HTA. Par la suite, nous allons spécifier notre interface VPN pour l'hébergement du fichier HTA ainsi que les paramètres nécessaires afin de mettre notre machine en écoute pour le reverse shell. Il ne nous reste plus qu'à démarrer le module à l'aide de la commande run. Une fois exécuté, celui-ci va générer un document, héberger notre HTA malicieux et attendre la connexion du méterpréteur. Suite à cela, nous allons envoyer un courriel auquel nous allons joindre notre fichier à l'adresse découverte précédemment. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil SendMail et spécifier le chemin du fichier à mettre en pièce jointe. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell en tant que Nico sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à venir lire le flag utilisateur. Pour ce qui est de l'élévation de privilèges, c'est un peu plus complexe. Dans un premier temps, nous allons venir explorer le répertoire bureau de l'utilisateur Nico. En effet, celui-ci contient un document nommé cred.xml qui contient lui-même un mot de passe sous forme de secure string pour l'utilisateur Tom. Heureusement pour nous, quelques lignes de PowerShell suffisent généralement à déchiffrer ce type de mot de passe lorsque cela est effectué sur la machine où le secure string a été créé.
Nous allons donc mettre notre shell en arrière-plan et charger le module PowerShell de notre méterpréteur. Par la suite, nous allons charger le fichier XML et faire usage de la méthode getNetworkCredential de PowerShell afin de convertir le secure string contenu dans l'objet PSCredential en objet .NET afin de lire le mot de passe en clair. Une fois cette opération effectuée, le port SSH étant ouvert sur la machine, nous allons donc faire usage de celui-ci afin de tenter de nous connecter en tant que Tom sur la machine. Une fois connecté en tant que Tom, nous pouvons constater que celui-ci dispose d'un répertoire AD Audit sur son bureau. Ce dernier contient le répertoire Bloodhound ainsi qu'un fichier texte. Ce dernier contient une note indiquant qu'aucun chemin d'attaque Active Directory d'un utilisateur vers un administrateur de domaine n'a été découvert. Cependant, la note suggère de réexécuter des requêtes Cypher sur les résultats afin d'inspecter d'autres groupes. En effet, pour votre information, Bloodhound stocke les données d'Active Directory dans Neo4j. Pour interroger cette base, on utilise Cypher, un langage de requête spécialement conçu pour les graphes. Il est similaire à SQL, mais adapté aux relations entre nœuds. Afin d'aller plus loin, nous allons donc explorer le répertoire Bloodhound, puis Ingesters. À l'intérieur de celui-ci, nous avons un fichier nommé acls.csv. Ce fichier est créé par le collecteur de Bloodhound et contient les permissions entre les objets d'un environnement Active Directory. Nous allons donc le lire à l'aide de type. Le fichier étant visiblement long, nous allons démarrer PowerShell afin de pouvoir parser le fichier plus facilement. Dans un premier temps, nous allons chercher les lignes faisant référence à notre utilisateur. Ici, bonne surprise, Tom dispose de la permission WriteOwner sur l'objet Active Directory de Claire. Tom peut donc changer le propriétaire de l'objet Claire et se désigner lui-même comme propriétaire. Une fois propriétaire, Tom peut modifier les ACL de Claire et s'accorder des permissions complètes sur le compte pour par exemple réinitialiser le mot de passe. Maintenant, nous allons filtrer les résultats concernant Claire. Ici, autre surprise, Claire dispose de la permission WriteDACL sur le groupe Backup Admins. Ceci signifie qu'elle peut ajouter son propre compte dans le groupe Backup Admins même si elle n'était pas membre au départ. Ici, nous allons donc tenter d'exploiter ce chemin d'attaque. Dans un premier temps, nous allons réinitialiser le mot de passe de Claire. Cette opération peut être effectuée via des modules PowerShell comme PowerView. Ici, pas besoin de téléverser PowerView sur la machine, il est déjà disponible dans le répertoire Bloodhound. Une fois le module chargé, nous allons configurer Tom en tant que propriétaire de l'objet Claire. Par la suite, nous allons nous attribuer les droits permettant de changer le mot de passe du compte, puis créer un secure string contenant le nouveau mot de passe. Enfin, nous allons attribuer ce mot de passe au compte de Claire. Si tout se déroule correctement, nous devrions être en mesure de nous connecter en tant que Claire sur la machine. Par la suite, nous allons ajouter le compte de Claire au groupe Backup Admins et vérifier que l'opération a bien été effectuée. Cependant, notez qu'il sera nécessaire de se reconnecter afin d'obtenir les privilèges associés au groupe. Une fois reconnecté, si l'on inspecte le répertoire Users et que l'on exécute iCackle sur le dossier Administrator, nous pouvons constater que Backup Admins et donc Claire disposent du contrôle total sur cet objet. Malheureusement, si l'on tente de lire le flag administrateur, celui-ci ne semble pas accessible. Cependant, le bureau de l'administrateur contient également un dossier nommé Backup Scripts. Si l'on inspecte le contenu de celui-ci, il est possible de voir différents fichiers. Nous allons donc commencer par lire le script nommé backup.ps1. Celui-ci contient un grand nombre de lignes de code, mais si l'on inspecte le début de ce dernier, il est possible de voir ce qui s'apparente à un mot de passe. Nous allons donc copier le mot de passe et en faire usage afin de tenter de nous connecter en tant qu'administrateur via le service SSH. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un accès SSH en tant qu'administrateur sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à venir lire le flag administrateur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.